Est-ce que ça marche le micro? Oui. J'ai l'habitude de parler fort, mais là, je parle encore plus fort. Merci beaucoup, Arnaud. Je pense que tu as spoilé la moitié de mon talk, mais tant mieux. Donc, on va parler de la DevEx. Et je veux remercier déjà d'être là, parce qu'il fait très beau, il y a le soleil, vous avez pris le goûter, et vous avez quand même choisi de rester dans la salle enfermée, avec plein de gens qui est aussi là, qui respirent. Donc, merci beaucoup, qui respirent, tant mieux. Et pour rendre cette expérience un tout petit peu plus agréable, je vais essayer de parler des choses un peu différentes. Je vais vous dire qu'on peut rendre les développeurs heureux, et pas que les développeurs. On peut s'éclater au travail tout au long de production de valeurs de code, et on va évidemment parler de développeurs expérience. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Donc Arnaud, il m'a déjà un tout petit peu présenté, mais je vais refaire. Donc, je vous présente Lana. Comme ça même. Je suis une dev full stack. J'ai commencé en tant que dev mobile, j'ai touché un tout petit peu le back, le front, et là actuellement je fais les ADR, je touche un tout petit peu au VM, et je travaille avec les Terraform. En même temps, je vous présente Lana. Qui est psychologue et qui est spécialisée dans addictologie et les troubles du comportement. Et aussi, j'ai travaillé dans les hôpitaux en essai. C'est comme vous pouvez voir, le parcours assez étrange, mais c'est ça ce qui va être intéressant et c'est ça ce qui va vous donner, je pense, que l'envie de regarder la suite. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien avoir votre avis, à votre point de vue, combien de temps un développeur passe par jour en train de produire le code. La réponse A, 1 heure. La réponse B, 2 heures. La réponse C, 4 heures, merci. Et la réponse D, 6 heures. Qui pense que les devs, ils codent 1 heure par jour? Levez les mains, s'il vous plaît. Très bien. Qui pense que les développeurs codent 2 heures par jour? Allez! Un tout petit peu plus. C'est plus qu'1 heure, mais moins que 4 heures. 4 heures. Qui pense que le développeur? OK. Et la réponse D, 6 heures. Ah, il y a une personne. Ça arrive. Bon, la vraie réponse est suivante. 84 minutes. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a appris durant ce sondage? On a appris 2 choses. La première, que c'est environ 1/8 de la journée de dev. Si mes calculs ils sont bien, c'est quand même un tout petit peu choquant. La deuxième chose qu'on a appris, qu'on a subi les 3 biais cognitifs en même temps. Le premier, le biais de autorité. Vous avez cru qu'il a la bonne réponse parce que je suis sur scène, parce que vous avez vu que je suis psychologue, que je suis dev, et je sais de quoi je parle, donc je ne peux pas vous mentir. Le deuxième biais cognitif, l'effet de contexte. Le biais de contexte, on est dans la DocConf, 8e édition, on est sérieux, on ne peut pas vous lancer les questions comme ça qui peuvent être fausses. Et le troisième biais, c'est le biais de chiffres ronds. Les chiffres ronds, c'est quelque chose que notre cerveau il adore, parce que tout ce qui est les minutes et après les virgules, c'est compliqué à calculer. Si je donne juste 1, 4, 2 et 6, c'est plus facile à digérer. Donc c'est intéressant, mais on va revenir quand même vers le sujet des 84 minutes. D'où vient ce chiffre et pourquoi c'est seulement 84 minutes? Il y avait une étude qui a été faite dans le 2019, si je ne me trompe pas, et oui, qui a été faite par André Meyer, et qui s'amusait à calculer combien de temps les développeurs ils font le code review, ils font le bug fixing, et ils font les MR, et il a vu que seulement pour écrire le code, les tests, ça prend seulement 1 heure et quelques dans la journée. C'est pas beaucoup, c'est environ 15% de la journée de développeur. Et quand j'ai appris ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je suis dev, comment ça que je travaille seulement 1 heure par jour? J'étais comme ça un peu. Et je me commençais à poser des questions, ok, j'ai pas l'impression que je fais rien du tout, je suis quand même la personne sérieuse. Pourquoi c'est si peu? Pourquoi c'est seulement 1 heure? Et pour répondre à cette question, je vous invite à passer une journée avec moi.
une journée avec moi, c'est lundi de mon agenda. Je n'ai pas triché, c'est vraiment une journée type de mon planning. Comme vous pouvez voir, il y a juste 2 heures et 15 minutes de réunion. En vrai, ce n'est pas beaucoup. Et le reste de temps, je peux consacrer au moins 6 heures pour produire le code. J'ai pensé la même chose. Mais, juste après le daily, quand je commence mon journée, j'ouvre mon ordinateur, je connecte avec mon équipe, j'échange qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Et juste après, on a une pause café sacrée. Une pause café sacrée qui arrive, on ne peut pas empêcher. Ça, à 100%. J'avoue, ça ne dure pas 30 minutes, ça dure environ 10 minutes. Le temps d'aller à la machine à café, échanger les nouvelles, boire le café. Après, il reste 15 minutes avant le synchro avec mon équipe de dev. On est quand même une vingtaine, donc il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait durant la semaine qui est passée. Donc, j'ai vu qu'il reste 15 minutes, je ne vais pas vraiment commencer à travailler à 9h45, à 10h. Donc, j'attends un tout petit peu, j'ai fait la réunion avec les devs, et après, bim, il y a un incendie dans la prod il n'est pas accessible, il faut que j'intervienne, que j'aide. OK. Heureusement que c'était rien de grave, j'ai tout réussi à résoudre, et après, bim, déjeuner. Je ne peux pas commencer à travailler à 13h, c'est impossible, improbable, il faut que je sois bien, il faut que je mange. OK, on a fini. À 14h, il y a toute exploration. Pourquoi j'ai eu un bug en prod à 11h30. Il faut que je vois et j'observe tout ce qui s'est passé pour ne plus reproduire la même chose. C'est très bien. Après, j'ai eu une aide de mon collègue qui a un bug sur son ticket et du coup, j'interviens pour faire la mob. OK, très bien. On a fini, heureusement que je suis là, on a tout résolu. À 16h, j'ai fait un call avec mon directeur artistique incroyable. On fait les maquettes, j'aime bien être impactante, j'aime bien donner mon avis. Donc, on a échangé, il est 17h, je ouvre Slack, bim, j'ai milliards de slides, de messages, il faut que je réponds. Je réponds à mes collègues et quand est-ce que je peux commencer à travailler sur mes tickets? C'est environ à 18h. Donc, à la fin de cette journée, je ne peux pas dire que je n'étais pas productif. J'ai quand même été avec mon équipe. J'ai produit les choses. J'ai résolu le bug en prod. Mais, comme vous avez pu voir, je n'ai pas beaucoup vraiment travaillé sur les tickets de Jira. Je n'ai pas tiré à droite. Donc, mon PO ne va pas être content. Quand j'ai commencé à réfléchir, comment on est arrivé là? Parce que je me souviens à l'époque, quand les devs ils ont codé en C, en C++, ils ont fait que ça, ils faisaient les moteurs de recherche en langage de trop bas niveau. Comment ça peut arriver qu'actuellement, avec tous les frameworks, avec tous les outils à notre disposition, on est quand même perturbé et disturbé par toutes les choses qui arrivent avec nous? Donc, qu'est-ce que dev doit faire actuellement durant son travail? Première chose, évidemment, il est dev, il doit connaître son stack technique, il doit savoir bien appliquer tous les principes de développement, il doit connaître les minimums dans son domaine. C'est évident, c'est la base. Qu'est-ce qu'il doit connaître en plus? Il doit savoir brancher les CI/CD, il doit savoir faire l'observabilité, comme j'ai fait le matin quand il y avait le problème de prod. Il doit connaître un tout petit peu SRE et cloud pour parler avec les ops. En plus de cela, il doit connaître quand même les bases de sécurité parce que les hackers aussi, ça progresse. Du coup, tu dois suivre, tu dois protéger ces applications et tu dois connaître aussi les bases des architectures. On a vu que l'architecture continue, c'est super important. Tu dois avoir des bons patterns, c'est important. Tu dois aussi parler avec tes architectes. Ils doivent comprendre qu'est-ce que tu fais et toi aussi. En plus de cela, tu ne travailles pas seul, malheureusement. Donc, tu dois travailler avec tes collègues, tu dois savoir expliquer ce que tu fais, comment tu fais, tu dois connaître les communications non violentes, tu dois parler avec les gens, malheureusement. Donc, tu dois minimum maîtriser tes soft skills. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Tu dois maîtriser tout l'onboarding parce que ce n'est pas ton PO qui va le faire, c'est toi qui vas le faire. Tu dois écrire la documentation parce que les applications s'agrandissent. Il faut que tu restes une trace après toi. Ça devient un tout petit peu lourd, comme vous pouvez voir.
Et en plus, comme vous avez pu voir, j'ai fait un point avec mon designer. Je dois aussi être un tout petit peu designeuse pour répondre et challenger les maquettes parce que j'aime bien avoir un impact sur le produit. Donc, ça peut être un tout petit peu trop et ça peut générer cette charge cognitive assez importante lors de le travail. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais comment c'est possible que je suis seule qui a découvert les chiffres de 84 minutes de travail par jour. Sûrement, les autres développeurs et architectes, ils ont déjà pensé de ça. Et à ce moment-là, j'ai découvert une phrase de Jonathan Carter, qui est le conseiller technique de PDG de GitHub, c'est pas n'importe qui. Et j'ai bien aimé sa phrase quand on a dit que le but de travail dans l'entreprise, c'est de rendre les développeurs heureux. Moi, quand je le sais, je me suis dit, en vrai, vu toute ma journée, je suis quand même assez agacée à la fin de journée parce que j'ai l'impression que ça avance pas et je ne suis pas vraiment heureuse. Et c'est vrai que quand je fais une mère, j'aimerais bien qu'il soit valide au moins, allez, dans 3-4 heures. Et 2 jours, parfois, j'avoue, c'est un tout petit peu long. Et quand j'ai commencé à creuser un tout petit peu plus sur ce sujet, j'ai découvert la notion de l'ADVEX. Et là, on va rentrer dans le cœur de mon talk pour savoir qu'est-ce que c'est la développeur expérience et comment ça peut nous impacter. Développeur expérience ou DevEx ou DX ou DevEx, les gens ils peuvent utiliser comme ils veulent. C'est une approche émergente qui est au milieu entre l'expérience utilisateur et le milieu de développement. Donc, c'est paraît évident que c'est quelque chose qui est à la fois assez technique, qui permet d'optimiser tout l'environnement de travail, et à la fois humain pour parler d'expérience, de comment les gens vraiment se sentent lors de leur travail. Et là, parfois, on oublie. J'étais pas seule, et Jonathan Carter, elle n'a pas été seule qui a réfléchi sur ce sujet-là. Actuellement, il y a pas mal de gens tech, comme par exemple Microsoft, GitHub, et même la société qui est montée et qui s'appelait DX directement, donc développeur expérience, qui a pensé à ce sujet-là et qui ont carrément créé les équipes qui s'occupent de bien-être de développeurs au sein de ces entreprises. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi? Qu'il n'y a pas une vision unique, il n'y a pas une définition unie de développeur expérience. Par exemple, pour Microsoft, c'est quelque chose assez basique. Est-ce que c'est facile pour moi d'effectuer une tâche? Si j'ai un ticket, est-ce que c'est facile pour moi de développer? Est-ce qu'il n'y a pas de friction? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'empêche de le faire? Si on va voir la définition de GitHub, c'est un tout petit peu plus complexe. Il parle de la culture, il parle d'approche socio-technique, c'est quelque chose de plus nuancé. Et pour la DX, comme vous pouvez voir, c'est plutôt la personnalité, l'expérience d'un développeur lors du développement de logiciels. Donc j'étais assez perplexe, mais ça m'intriguait un tout petit peu. Maintenant, je savais qu'est-ce que c'est la DevEx et je voulais savoir plus. Quand on sait qu'est-ce que c'est, on veut parfois améliorer. Il y a différentes couches, il y a différents axes d'amélioration de la DevEx. Et on va vous voir un par un. Le premier, c'est le niveau de développement. Tout ce que le développeur peut faire lui-même, sans aide de personne. Donc, c'est tous les bonnes pratiques de crafting, tout ce qui est l'assistant de code, tout ce qui peut améliorer le quotidien du développeur par eux-mêmes. La deuxième couche, c'est l'écosystème. Tout ce qui touche le groupe de gens. On parle d'écosystème, d'architecture, de cycle CI/CD, tout ce qu'on peut améliorer à un cran plus haut. Évidemment, quand on parle des gens, des groupes de gens, on parle de l'organisation. Les méthodes qu'on a choisies, est-ce que c'est agile? Est-ce que c'est waterfall? Est-ce que c'est safe? C'est quoi le produit? C'est quoi notre approche? Et est-ce qu'on a le design system ou pas pour nous faciliter la vie? Évidemment, si on va monter plus haut, on va parler des valeurs. Pourquoi on fait les produits, pourquoi on est tous ensemble. Et si on va finir sur les KPI, les visions de la direction
qui peut impacter aussi les développeurs, parce que c'est le fameux why, pourquoi on est là, pourquoi on travaille dans cette boîte. Quand j'ai tout découvert, moi, je suis très curieuse, je me suis dit, allez, je suis dev, on parle de DevX, et pourquoi je ne peux pas tester au moins quelques éléments de ces axes. Et quand je me suis dit ça, je me suis lancée dans mon voyage. Et je sais que vous avez bien aimé de passer lundi avec moi. Je pense que vous devez adorer passer quelques mois en explorant toutes les possibilités d'améliorer de la DevX avec moi. Donc, pour mesurer comment vraiment elle change mon DevX, j'ai pris un outil assez standard. J'ai pris un ticket de 5 points. Je pense que ça parle à tout le monde. Ticket full stack, on va parler de API, implémentation de API et le rendu assez basique. Et qui me prend 5 jours. Pour avancer avec moi dans toutes les explorations de la DevX, on va voir 2 indicateurs. Le premier indicateur de productivité, est-ce que je reste sur 5 jours de développement de tickets de 5 points ou pas? Et le deuxième indicateur, c'est mon expérience. Comment je me sens? Est-ce que c'est vraiment, je me sens plus heureuse ou pas? C'est très subjectif, mais bon, c'est mon voyage, c'est mon expérience, et on va voir comment ça évolue. Donc, on va commencer par une couche la plus basse, la couche de développement. Et ça fait un moment que je voulais tester, ça tombe très bien, ça fait un moment que je voulais tester ces stands de code. Et je vais partir, je pense que, je ne sais pas que je pense, je sais, je l'ai fait, je vais partir sur le Copilot parce que c'est, je pense, que l'outil qui est le plus utilisé actuellement. Mais avant cela, vous avez déjà oublié, je pense que je suis aussi un psychologue. Et j'aimerais bien vous faire un petit intro, un petit rappel sur comment marche notre cerveau. Donc, on a 3 cerveaux. On a le cerveau reptilien, instinctif, qui a eu beaucoup des milliards d'années, qui était fait pour devenir idéal, pour nous aider dans la nature. Donc c'est tout ce qui est les instincts, c'est tout ce qui est le comportement un tout petit peu automatique, tout ce qui nous aide à rester en vie, de respirer, de manger, de regarder quand il y a le bruit quelque part. On a un autre cerveau qui s'appelle cerveau émotionnel. Par exemple, quand on code et il y a quelque chose qui n'arrive pas, on peut être bien énervé. Ou il y a quelque chose qui se passe bien, par exemple le soleil, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un topo, vous savez très bien qu'est-ce que c'est les émotions. Et il y a le troisième cerveau, c'est grâce auquel je parle, vous pouvez comprendre qu'est-ce que je dis. Et en plus, on peut créer des robots, on peut créer des architectures robustes en continu, on peut faire quelque chose intéressant. Et c'est grâce à ce cerveau que notre métier existe, qu'on a créé les ordinateurs, et c'est grâce à lui qu'on est là actuellement. En même temps, ce cerveau, il est le plus jeune et le plus utilisé, mais il est le plus énergivore. Donc, ce qu'il faut retenir de ce slide, qu'on a le cerveau qui nous intéresse le plus, mais en même temps, il prend plus d'énergie que les autres. Donc, en réfléchissant, il faut peut-être mieux optimiser le travail de tous les jours pour utiliser la manière la plus efficace. Deuxième rappel que je veux vous dire du milieu de psychologie, c'est les mémoires. Pourquoi j'en parle? Parce que le métier de développeur, il est très énergivore, comme j'ai déjà dit. Il faut l'optimiser, il faut faire le maximum pour qu'on mémorise, on apprend en continu. Comment il faut faire? Il faut bien mémoriser. Comment ça marche les mémoires? Au début, on voit les choses, on fait travailler les mémoires perceptives. Après, ça passe dans notre stockage de RAM. Ça dure quelques dizaines de minutes pour qu'on processe, on choisit est-ce que c'est important ou pas. Et à la fin, c'est enfin si c'est important, on va vraiment en prendre. Et c'est ce processus-là qui est important pour nous et on veut arriver jusqu'à là. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que lors de nos journées, on a beaucoup de tâches répétitives. On a beaucoup de tâches qui peuvent prendre notre énergie et qui peuvent rendre notre expérience moins efficace. Donc, il peut travailler différents cerveaux, ça peut passer le temps et finalement, on n'est pas vraiment efficace. Mais
On va revenir vers le niveau de développeur et on va se souvenir qu'il y a le copilote, notre ami, qui peut nous aider dans les tâches répétitives, qui veut diminuer le temps qu'on passe à créer le code de boilerplate et qui a beaucoup de stats et beaucoup d'études qui montrent que c'est vraiment efficace. Par exemple, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il peut générer les documentations pour moi. Moi, je n'aime pas le faire. Donc, j'ai passé quelques mois à le tester. Et voilà mes petites takeaways. Je ne vais pas rester longtemps. Je vous conseille de rester juste après pour le talk de Nicolas Laurent. Il va parler beaucoup des systèmes de code. Donc, pour moi, c'était génial le fait que j'ai enlevé beaucoup de boilerplate parce que j'utilise BFF en Next.js et pour le modèle, c'est juste un enfer. Tu dois faire copier-coller beaucoup de temps. J'ai découvert 2 outils assez intéressants, AutoFix et Dependabot, qui peuvent aussi m'aider un tout petit peu et fixer les vulnérabilités qui peuvent être dans le code. Et la dernière chose, comme je l'ai déjà dit, documentation, franchement, ça m'aide énormément. Donc, j'ai fait Copilot, je l'ai testé. Le bilan. J'ai augmenté un tout petit peu ma productivité. J'ai à peu près sauvegardé une de mes journées, donc j'ai passé 4 jours et demi. Par contre, au niveau de l'expérience, oui, c'était cool, mais ça ne m'a pas beaucoup affecté. Donc la vraie plus-value, c'était plutôt dans la productivité. On avance, on ne s'arrête pas, on va aller vers la couche suivante qui est écosystème. Et au niveau de l'écosystème, je voulais bien tenter IDP parce que j'ai entendu beaucoup parler. Et en plus, il y a 2 IDP, Internal Developer Platform et Internal Developer Portal. Donc, moi, je vais parler de Internal Developer Portal. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un tout petit peu à ça. Donc, si vous voulez, définition la plus simple, c'est un site qui peut regrouper, centraliser tous les métriques. Il peut vous aider à ne pas switcher les onglets, avoir une vision plus globale et enlever justement toutes les redondances et de charges cognitives. En plus, vu que vous avez tous les métriques à même endroit, ça peut vous aider aussi de voir une vision globale sur toutes vos applications, sur tous les services d'observabilité, etc. Donc, c'est quelque chose qui est actuellement très hype. Elle est utilisée dans pas mal des entreprises. Par exemple, on a connu cette notion grâce à Spotify. On a fait l'année dernière le talk, je pense que c'est l'année dernière avec Decathlon, avec Adrien Saunier, ici présent, et Roman de Decathlon. Donc, si vous êtes intéressé à IDP, je ne vais pas rester beaucoup de temps sur ce sujet, parce que ce n'est pas le sujet de mon talk, mais je sais que ça existe et ça peut carrément aider pour diminuer la charge cognitive. En parlant de la charge cognitive, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens peut-être qui connaissent qu'est-ce que c'est, il y a des gens qui ne connaissent pas. Pour qu'on soit tous sur le même niveau, je vais vous quand même rappeler qu'est-ce que c'est. La charge cognitive, c'est la facilité avec laquelle on peut effectuer une tâche. On n'oublie pas que nous, on est humains et on n'est pas vraiment censé d'opérer beaucoup de chiffres en même temps. C'est compliqué pour nous. Donc, pour nous, c'est le chiffre magique de 7 que vous connaissez peut-être. C'est le nombre d'informations qu'on peut opérer à un moment donné. Donc, ça peut varier entre 5 et 9. On n'est pas vraiment comme les ordinateurs. C'est pour ça qu'on les a créés, pour qu'ils travaillent pour nous. Et c'est notre limite. Donc, au-delà, ça peut vraiment chauffer notre cerveau. En plus, on est quand même pas mal interrompu lors de notre travail. Je parle de collègues, je parle de notifications, des problèmes de notre application en prod. Donc, c'est quelque chose qui est assez important et non négligeable. En plus qu'on est interrompu, pour revenir vers l'activité qu'on faisait, ça prend entre 5 et 25 minutes. 5 minutes, c'est quand même léger. Il y a quand même pas mal de recherches qui montrent que c'est moyen 23 minutes. Donc, on fait notre algo, on fait quelque chose d'important. Il y a Jean-Michel qui nous demande de prendre un café avec lui. On revient, on passe environ une demi-heure pour revenir dans le même état de concentration. C'est non négligeable. Donc, en plus, on va revenir vers notre ticket de 5 points.
Quand on va parler de charge cognitive, on a aussi deux types de charge cognitive. Le premier, c'est la charge intrinsèque, donc interne à la tâche elle-même, interne à la ticket. Donc il est compliqué, il faut faire le front et le back. Ça ne peut pas changer. C'est ce niveau de complexité. En même temps, il y a la charge extrinsèque, la charge cognitive extrinsèque. C'est tout ce qui peut nous faciliter l'acquisition de cette activité. Par exemple, est-ce que le ticket il était bien décrit? Est-ce qu'on a les maîtrises, on connaît le sujet? Est-ce qu'il y a les dépendances avec des autres applications du brick? Donc tout ça, ce qu'on peut contrôler, et c'est ça ce qu'on peut améliorer dans notre expérience de développeur. Revenons vers EDP. J'ai fait mes recherches. J'ai pitché devant mon architecte. J'étais très fière de moi. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé la solution, elle est très cool. Et mon architecte, il a dit, bon, là, non, c'est bien, mais non. J'étais assez déçue, j'avoue, parce que moi, je pensais que c'est la solution miracle. Et après, on a commencé à parler et il m'a expliqué que oui, Lana, ça aide à centraliser les outils, les services. Oui, ça peut faciliter l'onboarding, c'est très important. Mais en même temps, c'est un produit. Donc, IDP, il ne faut pas oublier, c'est un produit. Il faut avoir une équipe qui s'occupe de ce produit. Il faut faire la maintenance. Donc, pour les petites équipes, ça peut être une usine à gaz parce qu'il faut dédier tous les gens qui peuvent travailler sur IDP. Et pour les grandes équipes, le produit est assez important à l'échelle. Du coup, il faut prévoir aussi le coût. Donc oui, ça marche, c'est bien, on voit les use cases où c'est incroyable, mais en vrai, il faut aussi être rationnel. Et j'ai pris un stop. Donc mes indicateurs, ils n'ont pas changé, mais je suis quand même contente parce que j'ai appris qu'est-ce que c'est IDP. Donc on apprend, en vrai, c'est pas grave. On avance. Je suis têtue et je vais rester sur le même niveau. Je vais essayer une autre chose. Je n'ai pas réussi IDP et je vais lancer dans l'archi. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'archi qui peut m'aider dans mon expérience développeur? Et là, à ce moment-là, j'ai appris pourquoi mon architecte Adrien, il m'a dit non. En fait, il savait, il était intelligent, il savait qu'il y a le client qui va nous demander, et qui nous a demandé les 3 nouvelles applications. Déjà, pour avoir le contexte un tout petit peu, je vais parler vite fait de mon projet. Je suis sur un projet à grande échelle, en safe en plus. Ça explique un tout petit peu pourquoi je travaille pas beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de réunions. Merci. C'est une blague. Évidemment, je travaille. Donc, on est environ 16-19 applications qui ont presque la même structure tous. Donc, on a un CI/CD, on a un front, on a un back. Et la même chose pour les ops. Donc, les ops, avec chaque nouvelle application, on doit faire et CI/CD et l'infra. Merci. Donc, quand on a une nouvelle demande de client, on doit refaire from scratch la nouvelle application de la même manière. Et en réfléchissant, moi-même, en cherchant et parlant avec les archis, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de solution pour enlever les redondances? On a appris que les redondances, c'est coûteux, on n'aime pas le faire parce que nous, les développeurs, on aime bien des challenges, on aime bien des nouveaux algos bien compliqués, on ne veut pas faire copier-coller. Franchement, on est trop qualifié pour ça. Et à ce moment-là que j'ai trouvé une approche de plateformatisation. J'ai arrivé. Donc faire les standards un tout petit peu homogénéiser tous les briques qu'on peut homogénéiser, tout ce qui concerne l'abstraction, la modularité. Donc pour les gens intéressés, c'est le fameux shift down. Quand on essaie de créer les moules, les briques standards qui peuvent être utilisés par les autres applications et qui permettent de personnaliser les nouvelles applications. Ça peut être assez intelligent et ça peut réduire le coût, mais il ne faut pas oublier que, encore une fois, on a besoin d'une équipe qui travaille sur cette fameuse socle commun, sur les standardisations de briques. Donc, il faut prévoir le temps et de l'investissement pour rendre cette rêve réel.
Donc, si au début, vous pouvez voir que, si on va voir dans les dimensions de temporalité en bas et le coût là-haut, on peut voir qu'au début, ça va coûter un tout petit peu cher, ça va demander le coût de développement, mais après, toutes les tâches redondantes, tout ce qui, nous, on n'aime pas faire, ça peut réduire tout le temps de développement et laisser enfin le temps aux développeurs à innover et faire les choses qu'on aime bien, les choses cool. Donc, on est parti sur cette solution, mais j'ai oublié de vous parler de partie de psy. Je vous présente le modèle de flow state de Mihai Csikszentmihalyi. J'ai réussi. C'est un psychologue tchèque, je crois. Et il a proposé le modèle de flow state qui peut être défini comme un état de concentration ultime pour la tâche que les gens aiment bien faire. Donc, on n'est pas forcé à faire une tâche, donc quelque chose qu'on aime bien faire, par exemple le développement. C'est un état où on ne voit pas le temps passer, on ne voit rien du tout. Par exemple, quand on fait un modèle de Lego, on ne voit pas vraiment tout ce qui est autour. Quand on joue aux jeux vidéo, on est motivé, on est vraiment dans cet état de plaisir, de pure concentration. Et en plus, pour être redondante, encore une fois, c'est l'état de concentration pure. Quand on est vraiment dans la tâche, on ne voit pas la différence entre nous et la tâche. Donc c'est ça plutôt qu'on cherche quand on parle d'innovation, parce que c'est que les gens qui sont vraiment focus sur le sujet, qui aiment bien ce qu'ils font, peuvent produire les applications de qualité. Pour parler un tout petit peu plus simple, parce que le modèle de Mihai il est très bien, mais parfois on ne le comprend pas, ça peut être illustré par cet exemple, je pense que très commun. On sait très bien, quand on a une tâche compliquée, on essaie de se focus, de penser à ça. Il y a quelqu'un qui nous parle ou on a un appel en fil de téléphone et du coup, après, on est complètement perdu. Et je vous rappelle qu'on passe 30 minutes pour retrouver, et encore si on est chanceux, de cet état de concentration et de joie de travail. Comment on peut faire pour le retrouver? Parce que là, je vends, c'est quand même bien et beau. Voilà, l'État, on peut être les super-héros, on peut produire beaucoup de choses. Comment on peut le faire? Et Mihai, il était très intelligent, il a donné aussi une recette. Il a dit qu'il faut trouver le summum entre la maîtrise de la tâche et du niveau de difficulté. Je m'explique. Par exemple, si on prend un exemple de technique que je ne connais pas, par exemple, Keycloak. C'est un outil d'authentification. Et le niveau de difficulté, par exemple, créer from scratch cette brique pour votre application. Si je ne connais rien du tout et la tâche elle est compliquée, comme dans mon exemple, du coup, je vais être très stressée et anxieuse. Donc, je ne vais pas être performante, je ne vais pas être dans ce fameux état de flow. Par contre, si je maîtrise très bien le sujet, j'ai déjà fait 1000 fois, et c'était juste rajouter un bouton en plus dans ces briques de Keycloak, je vais être détente, je vais me dire, OK, ça va coûter 25 points, et je vais le faire en 3 heures, et après, je suis libre. Évidemment, on ne fait jamais ça, les devs. Et l'état qu'on cherche, c'est l'état de flow, quand il y a la tâche qui est suffisamment compliquée et intéressante, et qui nous donne envie de passer le temps de résoudre, mais comment ça marche vraiment? Et c'est ça, donc, on va chercher, par exemple, avec l'approche de plateformatisation, qui nous enlève tout ce qui est la redondance, tout ce qui est le travail qu'on n'aime pas vraiment faire quand on est dev, et se concentrer sur important pour innover. Donc, cette fois-ci, j'ai gagné. Adrien, elle m'a dit oui. Notre architecte, il a dit oui, c'est coûteux, mais dans ce cas-là précis, on va le faire, on va tenter. Par contre, ça demande une gouvernance de transverse, donc on doit avoir une équipe qui a les visions globales et sur le brick de plateformatisation de plateforme et sur les applications pour ne pas rendre ce brick obsolète. Et en plus, évidemment, comme j'ai déjà dit, on doit prévoir une équipe dédiée, Team Topo, pour les gens qui connaissent, équipe des plateformes. Très bien, j'ai testé plein de choses et je ne peux pas arrêter, je vais continuer. Pour cette étape-là, je peux vous montrer, nous on peut voir que j'ai bien gagné en productivité. Avec l'approche de plateformatisation, j'ai gagné environ une journée, donc je passe à 3 jours et demi. Allez. Et au niveau de happiness, au niveau de expérience, j'étais plutôt satisfaite parce que j'ai appris de nouvelles choses. J'ai communiqué avec plein d'équipes, j'ai bien aimé.
Donc, j'ai gagné dans 2 indicateurs, je valide. On passe au suivant. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, Lana, tu es juste en train de tester plein d'outils qui existent déjà sur le marché. C'est juste des bonnes pratiques de dev, c'est juste les craftsmanship à l'échelle. Qu'est-ce qui peut différencier la DevEx? Et je pense que j'étais bien raison. Le spoiler, c'est le manque. C'est le manque qui manque dans tous les outils qu'on a vus, même si j'ai essayé de brancher et faire un parallèle avec le monde de psychologie, c'est moi qui faisais, il n'y avait pas vraiment le lien. Et à ce moment-là, j'ai découvert une approche, une hypothèse théorique de Abinoda et Michel Forsgren. Pour les gens qui connaissent, c'est les 2 personnes qui ont créé le framework Accelerate. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent? Pourquoi j'étais intéressée? Ils disent que la DevEx se base sur les 3 dimensions. La première dimension, c'est les boucles de feedback. C'est tout ce qu'on a vu juste avant, le time to market, combien de temps on passe vers l'idée à la production. Ça phonait, c'est pas grave. Tous les métriques de DORA. Tout ce qui est le time to fix, etc. Je ne veux pas rester longtemps, c'est un autre sujet. L'autre dimension, c'est la charge cognitive dont j'ai déjà parlé. Tout ce qui est les efforts qu'on met pour résoudre le problème. Et la dernière brique, c'est l'état de flow. J'ai essayé de traduire. En français, c'est l'état de flux, et je trouve que c'est moins clair. Donc, c'est, comme on a pu voir, c'est l'état de concentration ultime qui peut nous forcer à innover, même pas forcer à donner l'envie d'innover. Donc, j'ai bien aimé cette théorie parce que, en différence avec les autres approches, il y a quand même un axe sur l'humain. Et comme on a pu voir quand on parle de l'expérience, on parle des gens, on parle de nous. Comme je suis très courageuse, je me suis dit, bon, j'ai appris plein de choses. Et je sais qu'il ne faut pas trop distraire, il faut être focus, il faut faire des choses bien. Donc, j'ai dit à mon père, écoute, pendant 2 semaines, je vais arrêter tout l'école, je vais essayer productif, je vais aller chercher le flow state, parce que tu sais, flow state, c'est quand même incroyable. Donc, je pense que j'ai bien vendu à mon PO mon idée. Il a dit, bon, ok, Lana, si tu veux aller faire tes tickets, fais-le. Donc, il a bien préparé tout le ticket. Pendant 2 semaines, je pensais que je vais le faire. Spoiler alerte, j'ai tenu 3 jours. Oui, j'étais extrêmement productif. En 3 jours, j'ai fait un ticket de 5 points. Donc, j'ai gagné environ 30% de temps initial quand j'ai passé 5 jours à un ticket de 5 points. En même temps, je me sentis peu impactante. Je ne faisais pas vraiment partie de l'équipe, je ne savais pas ce qu'ils font. Donc, de l'un côté, c'était cool, j'étais productive, je me sentais utile. De l'autre côté, j'étais seule. Et moi, je n'aime pas être seule. Peut-être les gens peuvent aimer, mais moi, je n'aime pas être à côté des sujets de mon équipe. Donc, j'ai gagné en productivité, j'ai perdu en happiness, mais c'était aussi une expérience. Maintenant, je sais que je peux coder le ticket de 5 points en 3 jours. Je suis trop forte, trop tech, vraiment. Donc, très bien, on avance. Et quand j'ai pensé que j'avance, je suis arrivée au final. J'étais perplexe parce que je me suis dit, bon, mais il reste encore 2 couches. Pourquoi je ne peux pas avancer? Et évidemment, on ne peut pas trop avancer en tant que simple dev. Quand on parle de la culture et la direction, vous pouvez vous douter que je ne peux pas venir à mon PDG et dire, bon, ou à mon client et dire, bon, tu sais, j'ai une super idée, peut-être on va faire des choses. Donc, je pense qu'il peut être gentil de me dire Lana les prochaines fois, mais ce n'est pas toujours accessible. Et dans cette approche, dans cette vision de la DevEx, ici, je pense qu'on vient vraiment au cœur de cette notion. On peut être performant, on peut essayer plein d'outils de la DevEx, mais on ne peut pas avoir les visions et on ne peut pas avoir l'impact à l'échelle si on n'est pas allié avec nos cultures, avec notre PDG, avec notre direction. Oui, on peut augmenter, comme on a pu voir, notre productivité environ en 30%,
Et encore, je pense que je suis assez optimiste. Mais je crois vraiment fortement que si ces décisions elles viennent de la direction, si ça prise dans les stratégies de l'entreprise, peut-être ça peut être gagnant-gagnant. Parce que comme on a dit tout à l'heure et comme on a vu, le but de l'entreprise, c'est rendre les développeurs heureux. Les développeurs heureux, ils vont créer des applications plus robustes, plus sécures, qui vont augmenter l'expérience de l'utilisateur de l'application. Et donc, en vrai, c'est gagnant-gagnant. Vu que j'ai déjà dépassé tout le temps possible et imaginable, et je viens de me réaliser, ça tombe bien, parce qu'on est au point de takeaway. Takeaway très court, en plus, je ne peux pas avancer mon voyage. Première, surprise, les développeurs, ils ne font pas que le code. C'est comme les designers, ils ne font pas que des maquettes, c'est comme les PO, ils ne font pas que écrire des tickets. Surprise, les quotidiens de dev, c'est plus complexe. On ne peut pas dire et penser que voilà, le développeur, il va faire juste les lignes de code. Ce n'est pas vraiment vrai actuellement. Et je pense que ce n'est même pas possible. Deuxième takeaway. Comme on a pu voir, la DevEx, c'est un sort de mot IP. Il y a des grands géants tech qui l'utilisent, Microsoft, etc. En même temps, on se rend compte qu'il n'y a pas de définition unie. Donc, c'est comme dans l'histoire de l'éléphant dans la chambre noire. Il y a quelqu'un qui touche le nez, il dit « bon, en fait, c'est le serpent ». Il y a quelqu'un qui touche la patte, il dit « ah non, en fait, c'est une mur ». Et voilà, vous pouvez lire la suite, c'est une corde, si c'est la queue. Donc, il n'y a pas une vision unie pour chacun. Je pense que pour chaque entreprise, pour chaque use case, c'est différent. Qu'est-ce que c'est la DevEx? Par contre, les choses qui réunissent toutes les définitions, c'est le fameux état de concentration de flow, la sortie de fameux chaos qu'on peut trouver dans le travail de développeur et qui peut optimiser notre quotidien et rendre les gens plus épanouis. Et la dernière chose, c'est plutôt efficace et plutôt intéressant si on va scaler. Si on va introduire la direction, si on va rentrer dans les stratégies de l'équipe, rendre aussi des gens épanouis, ça peut avoir les impacts fois 1000, fois 2000, je pense. Parce que là, j'ai fait mon voyage et on a parlé d'un simple développeur qui a augmenté sa productivité à presque 30%. Et vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passe si on va avoir une équipe de développeurs qui sont épanouis. Bon, je vois que les signaux, ils arrivent. Et je suis arrivée à la fin de mon talk. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là.